Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Que le meilleur survive, film radiophonique de Jean Grimaud, d'après le roman d'Edna Chéré. Avec Georges Chamara, sociétaire de la Comédie Française, Sylvia Montfort, Jean-Claude Michel, Pascal Mazzotti, Pierre Delbon, Henri Poirier, Pierre Constant. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Régent. Prise de son, Jean Deloron. Opérateur, Geneviève Leroux. Assistante, Marie Vouilloux. Réalisation, Pierre Billard. Whisky, capitaine Page? Whisky, procureur Cohen. Un peu de glace, capitaine Page? Un peu de glace, procureur Cohen. Capitaine Page, je suis heureux de boire à notre parfaite inutilité. Je comprends pas. Je dis que vous, Eric Page, capitaine de la police de Winchester, et moi, Léo Cohen, procureur général, l'un et l'autre en l'âge de 42 ans, l'un et l'autre parfaitement sains de corps et d'esprit, nous sommes l'un et l'autre parfaitement inutiles. Ah, permettez, la police... Quand allez-vous arrêter votre dernier criminel? Quand? Je dois reconnaître que depuis que je suis ici, à Bellevue Center... Que vous disais-je, capitaine? Il n'y a pas de criminel dans notre région. C'est sans doute dommage pour notre avancement, mais cela nous permet de boire notre whisky en toute quiétude. Je bois donc à notre quiétude. Savez-vous ce que nous sommes? Vous le flic, moi le magistrat. Nous sommes des ornements. Mettons d'assez jolis postiches. Ah, ça doit être ma femme qui me demande d'aller la chercher avec la voiture. Allô? Alors oui, c'est moi, oui? Oui. Oui. Ouais. Ouais. Oui, c'est bon, j'y vais. Oui. C'était pas ma femme, procureur Cohen. Ah? C'est un crime. Un crime? Ici? Ici. C'est épouvantable. Quelle est la victime? On a assassiné Mrs. Lina Ince. Mrs. Lina Ince? Ouais. Alors je dois retirer épouvantable. Pour vous, capitaine Page, et même pour moi. C'est extrêmement ennuyeux. Whisky, capitaine Page? Whisky, procureur Cohen. Un peu de glace, capitaine Page? Très peu de glace, procureur Cohen. Peut-être dans le whisky pur trouverai-je quelques idées. Vous avez besoin d'idées? Et pourquoi en faire? Pour débrouiller un peu cette affaire Ince. Je dirais plutôt qu'il y faut appliquer beaucoup de précautions. L'assassinat d'une milliardaire ne se traite pas comme l'assassinat d'une fille des rues. Mrs. Ince était plusieurs fois milliardaire. De qui tenait-elle sa fortune? De son premier mari, le banquier Meredith, qui en mourant lui a légué dans l'ordre d'intérêt tous ses biens, une écurie de course et un fils qu'il avait eu d'un premier lit. Ce garçon se nomme? Ronald, oui. Ronald Meredith. On l'appelle René. Il a 23 ans et voudrait bien en avoir 25. Pourquoi? Parce que d'après une clause expresse du testament laissé par son père, jusqu'à ce qu'il ait atteint cet âge, c'est sa belle-mère qui gère sa part de la fortune. La mort de sa belle-mère est donc pour lui un événement heureux. À moins que Mrs. Ince ait pris des mesures pour que la tutelle ne revienne à son second mari. Le docteur Adam Ince. Précisément. Depuis quand s'est-elle remariée? Environ 2 ans. Mariage d'amour? Non. Alors? Mariage de philanthropie.
Expliquez-vous. Mrs. Lina Meredith était une philanthrope. C'est un luxe que peut s'offrir une milliardaire. Hein. Elle avait formé le dessein de créer un centre où les enfants abandonnés seraient placés dans un milieu familial. Le docteur Ince, un psychiatre, avait la même idée. Ils se sont donc associés pour la réaliser. Pour plus de commodité, ils se sont épousés. Le docteur Ince avait-il quelque fortune? Aucune, mais il tenait ferme à son projet. Pour le mettre debout, il aurait épousé le diable. Entendez-vous par là que Mrs. Meredith... Oh, c'était une femme charmante, cultivée, peut-être pas très jolie, mais très agréable. Ce centre, c'est bien celui qui se trouve ici, à Bellevue. Oui, c'est en effet cet ensemble de petites maisons où ont été installées les familles qui élèvent les enfants. La villa des Ince n'en est séparée que par un petit bois. Mais parmi ces enfants ainsi recueillis, n'y a-t-il pas de délinquants? Quelques délinquants primaires, oui. Oui. Dans quelles conditions Mrs. Ince a-t-elle été assassinée? Je ne puis encore vous dire que ce que je sais. Mrs. Ince était demeurée seule chez elle. Mais cette milliardaire n'avait pas de domestique? 5. Ah oui, mais le dimanche, elle leur donnait congé. À tous? À tous, oui. Par philanthropie. Et le mari, le docteur Ince? Il s'était rendu à Queentown, dans le New Jersey. Pour quelle raison? Par philanthropie. Il voulait s'entendre avec une famille qu'il pensait pouvoir amener ici. Je n'ai jamais connu de crime où la philanthropie ait joué un rôle si important. Poursuivez, capitaine Page. Alors, en rentrant, les domestiques ont découvert dans son bureau le cadavre de Mrs. Ince. Elle avait eu la gorge tranchée d'un coup de couteau. Enfin, sans doute, un couteau. L'arme du crime a disparu, alors. Personne n'a rien vu, rien entendu. La villa est isolée, le petit bois l'entoure presque complètement. Aucune trace de lutte dans la pièce? Aucune. J'ajouterais qu'il faut exclure l'hypothèse d'un rôdeur qui se serait introduit pour voler et qui aurait été surpris. Pourquoi? Nous n'avons relevé aucune empreinte. L'assassin a dû opérer avec des gants, ce n'est pas dans la coutume des rôdeurs. Donc, aucun indice? Un seul. Si. Un mouchoir que Mrs. Ince tenait dans sa main droite. Elle pouvait être enrhumée. C'était un mouchoir d'homme. Il peut être son mari. Il n'est pas son mari, il est brodé. Des initiales? Mieux. Un nom complet, comme c'est la mode aujourd'hui pour certains jeunes gens. Et ce nom? Celui du beau-fils. Ronald Meredith. Docteur Ince, vous devez m'excuser si je suis obligé de vous soumettre à un interrogatoire qui peut être pour vous douloureux. Je n'ai qu'un désir, capitaine Page. Que l'assassin de ma femme soit découvert. Si je puis vous y aider, ma bonne volonté vous est acquise. Parfait. Vous vous êtes donc rendu dimanche dans le New Jersey. Oui, mais le shérif... Oui, le shérif de Queentown, où vous possédez un pavillon près du lac, nous a fait savoir qu'il avait reçu votre visite. Vous vouliez avoir de lui quelques renseignements sur la famille qui vous intéressait. Votre présence à Queentown pendant toute la journée ne fait pas de doute. Je n'insiste pas. Mais malgré votre absence, Mrs. Ince n'a retenu près d'elle aucun de vos domestiques. Non, il était dans ses habitudes de leur accorder leur dimanche. Elle aurait d'autant moins voulu les priver de cette liberté qu'il y avait une fête dans le bourg. N'aurait-elle pas aussi désiré être seule cet après-midi-là? Bon, pour quelle raison l'eût-elle souhaité? Par exemple, pour recevoir quelqu'un. Quelqu'un? Que supposez-vous? Non, mais rien encore, non. Mais autour d'une femme que l'on sait très riche tournent souvent des aigres fins et... Vous voulez parler des maîtres chanteurs? Oh, j'y songe peut-être. Non, impossible. Absolument impossible. Ma femme et moi, nous nous entendions très bien. Il n'y avait sans doute pas entre nous ce qu'on nomme une passion. Mais précisément le calme de notre union facilitait notre entente. Lina n'avait pas de secret pour moi. Je connaissais sa vie passée comme sa vie présente. Personne ne pouvait la menacer. Et d'ailleurs, si quelqu'un l'avait fait, elle m'en aurait parlé. Enfin, je veux vous croire pour l'instant. Quels étaient vos rapports avec Ronald Meredith? Vous pouvez vous en douter un peu, capitaine Page. C'est une histoire si classique. Trop jeune, Ronnie a su qu'il était riche. Très riche. Il a fait des bêtises. Je veux dire qu'il a fait les bêtises que font les jeunes gens de sa condition. Ouais. Les voitures, les bars, les filles. Bref, il jetait l'argent par les fenêtres. C'est même pour ça que son père... ne lui avait pas laissé le libre emploi de son héritage. Ah, vous le saviez? Le notaire m'a renseigné.
Étant donné ce qu'est Ronnie, c'était une sage précaution. Il aurait tout dilapidé. Quant à moi, malgré tout, j'ai de l'affection pour ce grand garçon que l'argent a pourri. J'ai voulu l'empêcher de déchoir. Qu'avez-vous fait? J'ai tenté de l'intéresser à quelque chose dans la vie, lui donner une occupation. Il aimait les chevaux. Ma femme avait une écurie de course, pourquoi n'aurait-il pas monté les chevaux de sa mère? A-t-il accepté? Avec enthousiasme, oui. Ah. Il est devenu son jockey. Bon jockey, d'ailleurs, et l'entraînement est pénible. Il a même emporté des prix sur les hippodromes. Et puis, il s'est soudain dégoûté. Je crois qu'il ne s'entendait pas très bien avec l'entraîneur. Quel est cet entraîneur? Oh, un curieux personnage. Un Espagnol, Rodrigo Arreda. Son père était riche, possédait un ranch important. Des spéculations malheureuses l'ont complètement ruiné. Il a dû vendre le ranch et il est mort de chagrin. En revenant de Corée, son fils s'est trouvé absolument sans un sou. Ma femme lui a confié son écurie. Par philanthropie? Non, Rodrigo connaît très bien les chevaux. Mais il souffre terriblement de sa déchéance. Il est fier, hautain, méprisant. Dur, même. Il avait cependant la confiance de Mrs. Ince. Elle lui laissait gérer l'écurie à sa guise. C'est lui qui choisissait acheter les poulains. Dans ces achats, Mrs. Ince n'a-t-elle jamais eu à constater, mettons, des irrégularités Non. Rodrigo Arreda a bien trop la nostalgie de sa noblesse perdue pour s'abaisser à ses trafics. Il rumine son amertume, ses regrets. Il ne tripatouille pas. Je l'admets. Enfin, toujours pour l'instant, bien sûr. Pour en revenir à Ronald Meredith. Après avoir abandonné sa casaque de jockey... Casaque verte, manche noire, toque jaune. Ce sont les couleurs de ma femme. Vous jouez aux courses, docteur? Moi? Non, jamais. Ma femme misait parfois sur ses chevaux. Oh, c'est naturel. Enfin, après avoir abandonné la casaque verte, Ronald Meredith a repris sa vie dissipée. Hélas, oui. Il avait sans cesse besoin d'argent. Forcément. Alors, il en demandait à votre femme. Trop souvent. Lui en remettait-elle? Le moins possible. Il y avait à ce sujet de violentes querelles entre eux. Ah, des querelles, oui. Violentes. Vous n'allez pas croire. Non, je ne crois rien, docteur, je m'informe. Alors, vous allez donc me dire si Ronald Meredith laissait parfois quelques linges chez vous. Bon, quelques linges? Il n'habite pas avec nous. Pourquoi aurait-il du linge dans notre maison? Même pas un mouchoir? Non, absolument rien. Bon, je vous remercie, docteur. C'est tout. C'est tout, enfin pour l'instant. Oh, excusez-moi. Après tout, je préfère que vous assistiez à l'interrogatoire de votre beau-fils. Oui. Ah, très bien. Faites entrer Ronald Meredith. M'interroger comme témoin ou comme suspect? Mais je n'en sais rien encore. Vous avez déjà mauvaise opinion de moi. C'est fort possible. Non, c'est connu pour vous, les flics. Ronnie. Quoi, c'est pas connu que pour ces messieurs de la police américaine, tout le monde est suspect? C'est exact, oui, en principe. Surtout si, comme moi, on n'a pas une vie très régulière. Les belles voitures, les jolies filles, ces messieurs aimeraient aussi en avoir leur guise. Alors, quand ils le peuvent, ils se vont. C'est une opinion, elle n'a qu'un défaut. Ah oui. Oui, elle manque d'originalité. Alors, voulez-vous, jeune homme, laissons là ce lieu commun et dites-moi plutôt quand vous avez vu votre belle-mère, Mrs. Ince, pour la dernière fois. Quand j'ai vu Lina pour la dernière fois, oui, je ne c'est vais pas le cacher, c'est dimanche à la villa. Mais vous faites bien de le reconnaître, je le savais déjà. Vous le saviez? Oui. En partant pour la fête du bourg, les domestiques ont croisé votre voiture. Alors, vous savez aussi que j'ai trouvé Lina seule. Pourquoi venez-vous voir Mrs. Ince? Cette question, pour lui demander de l'argent. Beaucoup? J'en demande toujours beaucoup pour en avoir un peu. Et vous en a donné? Pas un sou, elle a refusé net. Alors, je me suis fâché rouge et je lui ai dit ses 4 vérités. Elle a riposté du tac au tac. Bref, une querelle. Et une belle, oui. Avec Lina, c'était toujours comme cela. Le docteur Ince peut vous le dire. Oui, il me l'a dit. Ça n'avait du reste aucune importance. Sauf celle de vous mettre en colère. Dame, j'avais besoin d'argent, vous me comprenez? Je m'y efforce. Donc, ayant un grand besoin d'argent... Eh bien, je n'ai rien eu. Et elle était intraitable. Alors, je suis parti. Êtes-vous demeuré longtemps avec Mrs. Ince?
Non, j'ai vu qu'il était inutile d'assister, elle était dans ses mauvais jours. Où êtes-vous allé en quittant Mrs. Ince? J'ai foncé d'abord vers New York pour rentrer chez moi. Et puis je me suis souvenu que Lina m'avait dit que le docteur Ince se trouvait à Queentown. Alors, j'ai pensé que je pourrais peut-être le convaincre d'intercéder pour moi près de Lina. Je suis allé à Queentown. À Queentown? Mhm. Vous êtes rendu à Queentown? Ben oui. Et à quelle heure êtes-vous arrivé? Oh, ça... j'ai une grosse voiture, moi je conduis vite, mais enfin un dimanche les routes sont encombrées, avec ce détour par New York, il était peut-être 4h, 4h30. Vous n'étiez pas là, Adam? René, je n'ai quitté Queentown qu'à 7 heures. Vous vous trompez, Adam. La maison était fermée. J'ai frappé, j'ai même hurlé de toutes mes forces. Mais Ronnie... Ah, ne me dites pas que vous me croyez coupable. Je me fiche éperdument de ce que pense ce monsieur de la police, mais vous, Adam, non. Ah non, 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 pas vous, non. Je suis sûr que vous êtes innocent, Ronnie. Mais le capitaine Page n'est pas forcé de partager mon opinion. Je voudrais cependant le faire. Vous êtes un Meredith. Enfin, voyons. Vous dites, vous êtes dirigé d'abord vers New York, puis vous êtes rendu à Queentown. Y a-t-il quelqu'un qui puisse confirmer votre déclaration? Je crois pas, non. Enfin, il y avait certes du monde sur la route, mais vous savez, on ne fait guère attention à qui on croise et à qui on double. Donc personne ne peut assurer que vous êtes allé à Queentown. J'aurais peut-être dû y laisser une carte de visite. Cela n'aurait rien prouvé quant à l'heure de votre passage. Et cette heure constitue votre alibi. L'autopsie a montré que votre belle-mère a été tuée vers 3 heures. En tenant compte de votre crochet vers New York, vous ne pouviez être 1 heure plus tard à Queentown. Si vous y étiez vers 4 heures, vous n'êtes pas coupable. Avez-vous un mouchoir sur vous? Oui, pourquoi? Vous avez oublié le vôtre? Voulez-vous me montrer votre mouchoir? Voici. Merci. Tous les mouchoirs que vous possédez sont-ils identiques à celui-ci? Vous pensez bien que non. Je suis célibataire, les mouchoirs, c'est un cadeau qu'on fait souvent à un garçon. Vous possédez sans doute des mouchoirs brodés, non? Vous voulez dire avec des initiales? Non, non, avec votre nom entier brodé. Mais dites donc, pourquoi me prenez-vous? Moi, avoir mon nom brodé, on me demander si je me fais friser les cheveux au petit fer. Non, cependant, Ronald Meredith, on a découvert dans la main de Mrs. Ince un mouchoir sur lequel votre nom entier est brodé. Qu'est-ce que cela prouve? C'était peut-être un cadeau que Lina voulait me faire. Un curieux cadeau de la part d'une femme qui connaissait vos goûts et votre mépris pour ces mouchoirs trop efféminés. Ça m'étonne aussi, nous nous disputions, Lina et moi, mais nous nous aimions bien. Elle savait ce qui me plaisait, ce qui me déplaisait. Je veux le croire. C'est donc vous qui avez amené le mouchoir. Mais non, ça je vous répète. Inutile. Vous êtes de votre propre aveu venu demander de l'argent à Mrs. Ince. Vous ne pouvez pas prouver que vous vous êtes rendu à Queentown. Vous avez donc eu le temps d'égorger Mrs. Ince, sans doute dans un mouvement de colère, et ce mouchoir... Mais dites quelque chose, Adam. Dites-leur que je suis innocent. Je suis au désespoir, Ronnie. En conscience, je ne puis affirmer que vous vous êtes rendu à Queentown. Je suis au regret de devoir vous arrêter, Ronald Meredith. Dr. Ince, je suis avocat. Mon métier est de défendre devant la justice les gens soupçonnés d'un crime ou ceux qui en sont coupables. Mais je tiens à ma réputation. Je n'aime pas aller au-devant d'un échec. Je vous avoue hésiter à me charger de la défense de Ronald Meredith. Il n'y a que vous, Steve Thatcher, qui puissiez sauver Ronnie. Peut-être, mais la tâche est difficile. Quel maladroit que ce garçon. Il a eu un moment de colère, jusqu'à un certain point légitime. Après tout, un garçon de son âge peut être courroucé de ne pouvoir disposer à son gré de l'argent qui lui appartient. Il a un motif de tuer, ce motif peut servir à sa défense. En abandonnant le mouchoir, il signe son crime. Il n'y a pas eu préméditation. On pourrait donc plaider, qui sait même enlever un acquittement. Bien qu'il soit un Meredith, que la presse soit très montée contre lui. Mais ce petit imbécile s'entête à nier tout. Les jurés n'aiment pas le mensonge qui leur semble être un défi. S'il nie, c'est qu'il est innocent. J'en ai la conviction. Une conviction n'est pas une preuve. Mais je m'étonne de la trouver si forte chez vous, Dr. Ince. Pourquoi? Pourquoi? Mais parce qu'en affirmant que votre beau-fils ne s'est pas rendu à Queentown, comme il le prétend, vous êtes témoin à charge?
Vous êtes même jusqu'à présent le seul témoin à charge. Ouf. J'en suis plus désolé que vous pouvez le croire. Mais je suis sûr que Ronnie n'est pas venu à Queentown. Il n'a pas frappé à la porte de votre pavillon? Qu'il n'a pas appelé? J'en suis certain. Oh, vous avez pu vous absenter un instant du pavillon? Oui, je me suis en effet absenté un instant. Le temps d'aller à une ferme proche acheter ce qu'il fallait pour le dîner. Ronnie Meredith a pu venir pendant cette absence? Non. Non, je l'aurais su. Comment? Je ne peux pas vous le dire. Oh, alors, allez chercher un autre avocat. Si je vous affirme... Cela ne peut me suffire. Il faut donc tout vous dire. Je n'étais pas seul à Queentown. Je n'étais pas seul, c'est tout ce que je peux vous confier, Steve Thatcher. Quant à vous dire ce qui s'est passé ce jour-là à Queentown... Comment... Toi? Toi ici? Oh, c'est toi, chérie. Tu as l'air effrayé de me voir. Mais pourquoi serais-je effrayée? Tu m'as réveillée brusquement, voilà tout. Je te demande pardon, mais je m'attendais si peu à te trouver ici, à Queentown. Cela te déplaît? Ah, mais non, voyons. Personne ne t'a vu entrer. Personne. Je suis peut-être une drôlesse qui ne vaut pas la corde pour être pendue. Mais je ne veux pas compromettre ta réputation. Oh, tais-toi, veux-tu? Tu n'as qu'un moyen de me faire taire. Lequel? Faut-il te le rappeler? M'embrasser. Mon amour. Vous embrassez très bien, mon chéri. Je t'embrasse comme je t'aime. Je veux le croire. Tu sais ce que tu es pour moi. Je crois le savoir. Mais je sais encore mieux ce que tu es pour moi. Et c'est? Tout. Tu es tout pour moi. Je t'adore. Oh oui, aime-moi. Aime-moi fort. Aime-moi comme jamais tu ne m'as aimé. De quel ton dis-tu cela? Tu m'inquiètes? Se passerait-il quelque chose... quelque chose de grave? Sans ça serais-je venu ici? Serais-je venu te relancer à Queentown? Oh, relancer. Quel vilain mot, je ne l'admets pas de toi. Pourtant, mon chéri, tu pourrais croire qu'il y a de cela. C'est la première fois que je viens te trouver à Queentown. Je savais que ta femme ne t'accompagnait pas. Oui, je te l'ai appris avant-hier au téléphone. Mais tu vois, je suis venu. Y a-t-il longtemps que tu m'attends? J'ai dû arriver vers 2h30. Oh, je venais à peine de quitter la maison. Un rendez-vous indispensable. Oui, j'ai trouvé la porte ouverte, je suis entrée. J'étais un peu fatiguée, je me suis étendue sur le divan et bêtement, je me suis endormie. Excuse-moi d'avoir agi comme si j'étais chez moi. Tu es ici, chez toi? Hélas, non. Tu es marié. Cette maison est aussi à ta femme. Je t'en prie. Je suis ta maîtresse. Tu es mon amant. Mais je suis mariée et tu es marié. Qu'importe. Nous nous aimons. Oh, nous nous aimons, redis-le encore. Je t'en prie, redis-le. Mais qu'est-ce que tu as? Je manque de courage pour te confier ce que tu dois savoir. Je ne suis venu que pour ça. Est-ce si grave? C'est très grave. Mon mari... A-t-il appris quelque chose? Non. S'il savait quoi que ce soit... Toi? Rassure-toi, il ne sait rien. Mais il m'a fait part de sa décision de quitter Bellevue et d'aller s'installer à l'ouest, très loin. Et je dois le suivre. Non, c'est impossible. Hélas, non. Te quitter? Nous séparer? Ah non, non, ça je ne l'admets pas. Mais toute ta volonté ne peut rien contre ce simple fait. J'ai un mari. Mais tu ne l'aimes pas, n'est-ce pas? Tu ne l'aimes pas. Ta question est absurde. Alors c'est très simple. Laisse-le partir seul, si ça lui plaît. Et tu trouves cela simple? Ne bouge pas! Comme si tu ne connaissais pas mon mari. Je ne le connais que trop bien. Si je l'abandonne ou que j'aille ou que je me cache, il saura me trouver. Et ce sera pour m'abattre comme un chien. Il n'a pas peur de te tuer, et tu le sais. Je sais aussi que tant que je serai là, il ne touchera pas un cheveu de ta tête. Mon pauvre amour, comment pourrais-tu à tout instant me protéger? Tu as une femme. Tu habites avec elle. Mais si je quittais Lina pour vivre avec toi... Tu ne peux pas quitter Lina. Pourquoi?
J'ai de l'affection pour Lina. Une très grande affection, et même si tu veux, une certaine tendresse. Mais entre elle et toi... Mais tu dois tout à Lina. Comment je dois tout à Lina? Oui, mon chéri. Qu'étais-tu avant de la connaître? Un petit médecin qui avait de grandes ambitions. Et de tout petits moyens. Tes ambitions, Lina, t'a permis de les réaliser. Elle a fait de toi ce que tu es. Le docteur Ings. Le spécialiste réputé directeur du centre de Bellevue. Que tu la quittes, que seras-tu? Il te faudra quitter Bellevue, sans doute renoncer à ta spécialité, redevenir un petit médecin s'esquintant à faire des visites. Et quelle serait la cause de ta déchéance? Moi. Je ne l'accepte pas. Mais je t'assure. N'assure rien, je te connais. Tu as ta carrière à poursuivre, je ne veux pas, je ne peux pas être l'obstacle sur lequel elle se briserait. Faut-il te croire, mon amour? Il faut me croire. Il m'obéit. Mieux vaut que notre amour soit rompu d'un coup que de le voir pourrir dans les amertumes et les rancœurs. Et vois-tu qu'en par les journaux, je verrai ta réputation grandir encore? Ton nom atteindre la célébrité, je serai heureuse. Car je me dirai que mon sacrifice n'aura pas été vain. Ne me refuse pas cet autre bonheur. Oh, tu pleures. Tu pleures. Oh, pardonne-moi. C'est bête. Donne-moi ton mouchoir. Merci. C'est fini. Oh non, ne me regarde pas encore, je dois être horrible. Tu n'es jamais horrible. Même avec des yeux rouges et un nez qui coule. Je ne te crois pas, mon grand homme, alors ferme les yeux pour m'embrasser. Mon amour. Dis-moi, quand dois-tu rentrer? Je ne sais pas. Je ne sais plus. Tu n'as pas fixé d'heure, Alina? Non. Non, je ne savais pas combien de temps je devais rester à Queentown. Alors, tu peux passer la nuit ici? Quoi, tu voudrais? Chut. Pour l'instant, je voudrais manger quelque chose, je meurs de faim. Oui, mais c'est que je ne sais pas si dans cette maison... Tant pis. Mais je peux aller chercher, je ne sais pas, moi... Oh, les hommes ne savent jamais ces choses-là. Attends, il y a une ferme qui n'est pas loin. Je peux y faire un saut en voiture et en rapporter de quoi improviser un dîner. Oui, excellente idée. Oui, j'y cours, j'en ai que pour un instant. Ne me fais pas trop attendre. Tu penses bien. Ah, je t'enferme. Si on frappe, ne réponds pas. Tu attends quelqu'un? Non. Non, mais on ne sait jamais. Et j'aimerais autant... On ne sache pas qu'il y a une femme chez toi. Compris, mon chéri. Je n'ouvre à personne, quoi qu'il arrive. On revient vite. Voilà. Voilà ce qui s'est passé ce dimanche-là à Queentown, Steve Thatcher. Je ne peux rien vous dire de plus. Je ne puis que le déplorer, Dr. Ince. Mais je puis penser que pendant que vous êtes allé à la ferme, quelqu'un est demeuré dans votre pavillon. Et c'est exact? C'est exact, oui. Si Ronald Meredith était venu à ce moment-là et avait frappé, ce quelqu'un l'aurait entendu? Vous en aurez fait part à votre retour? Très certainement. Ainsi, Ronald Meredith n'est pas allé à Queentown, comme il le prétend. Je viens de vous exposer sur quoi j'en fonde la certitude. Ce garçon est vraiment un imbécile. On ne présente pas un alibi aussi stupide. C'est peut-être parce que Ronnie est un sot, un imbécile, que vous devez le défendre, Steve Thatcher. Et contre sa sottise. Maître Thatcher? C'est bien moi. Asseyez-vous, je vous prie. De quoi s'agit-il, madame? De l'affaire Ings. Puis-je savoir à qui j'ai l'honneur? Je vous dirai peut-être qui je suis après. Après quoi? Après que vous m'aurez confirmé que les avocats sont tenus au secret professionnel. Ce qui se dit entre avocat et client n'est jamais répété. Mais entre avocat et témoin. À quoi servira un témoin dont le témoignage devrait rester secret? Voudriez-vous que je sauve Ronnie Meredith au prix de ma propre vie? Au prix de votre vie? Dans ce cas, partez vite, tout de suite. Je tâcherai de sauver Ronald sans vous. Je ne peux pas partir. Je sais que Ronnie est innocent. Et vous courez un grave danger si vous le révélez publiquement. C'est bien cela? C'est cela. Peut-être pouvez-vous au moins me mettre sur une piste? Je pourrais m'arranger pour que votre nom ne soit pas prononcé. Mais il ne s'agit pas de cela. Je ne suis pas venu pour vous livrer le coupable.
Je suis venu vous affirmer que Ronnie est innocent, c'est tout. Et comment savez-vous que Ronald est innocent? Je l'ai vu à Queentown le dimanche où Lina Ings a été assassinée. À quelle heure? Il pouvait être 4h30. C'est l'heure en effet qu'indique Ronald Meredith. Lui, vous avez-il vu? Ah non, il ne fallait pas qu'il me vît. Vous comprenez certainement, madame, l'importance de votre témoignage. Vous m'excuserez donc d'insister. Comment avez-vous pu voir Ronald Meredith sans qu'il vous voie? J'étais dans le pavillon du docteur Ings quand Ronald est venu frapper à la porte pendant l'absence du docteur. Je l'ai vu alors à travers une persienne close. Parfait. Puis-je savoir pourquoi vous vous êtes rendu dans le pavillon du docteur Ings? Il ne vous est sans doute pas difficile de le comprendre. Vous êtes sa maîtresse. Nous nous aimons. Je n'en ai pas honte. Je ne puis que vous féliciter de cette franchise. Mais il me reste à savoir pourquoi, quand le docteur Ings est revenu, vous ne lui avez pas parlé de la visite de Ronald Meredith. Car vous ne lui avez rien dit, n'est-ce pas, madame? En effet, je ne lui ai rien dit. Alors, je vous demande pourquoi. Maître Thatcher, je suis femme, épargnez-moi. Je n'en ai plus le droit. Répondez-moi. C'est essentiel. Je dois donc aussi sacrifier ma pudeur. Je n'ai rien dit parce que je voulais encore avoir une nuit d'amour avec Adam. Et si vous aviez parlé... Et si j'avais parlé, Adam aurait pris peur. Il ne voulait à aucun prix que notre liaison fût connue. Nous nous cachions toujours soigneusement. S'il avait su que Ronald était à Queentown, qu'il pouvait revenir, nous voir ensemble, il m'aurait fait partir aussitôt. Vous comprenez pourquoi je n'ai rien dit? Oui, je comprends. Vous aimez beaucoup le docteur Ings. Je l'aime assez pour avoir consenti pour lui à la plus grande douleur que puisse connaître une femme. Briser un amour. Cette nuit que je désirais devait être la dernière. Pourquoi? Mon mari quitte Bellevue. Qui est votre mari? Je suis Jennifer Ojeda. La femme de Rodrigo Ojeda? L'entraîneur de Mrs. Ings? Oui. Je n'ai donc pas à vous demander comment vous avez connu le docteur Ings. Ce fut le plus beau jour de ma vie. Vous n'aimez pas votre mari? J'ai cru l'aimer. J'étais très jeune quand je l'ai connu. Très innocente également. Il était beau. Il était charmant. C'était le premier homme qui me faisait la cour. Quand il m'a épousée, j'ai cru au bonheur. Il est parti peu après pour la Corée. À son retour, il n'était plus le même homme. Il était devenu fou. Oh, fou, madame. Oui, fou. La guerre, peut-être. Surtout la ruine de sa famille, sa déchéance l'ont fait perdre la tête. Ce que fut dès lors mon existence, j'ose à peine vous le confier. Il m'a claustré. Il m'a interdit de recevoir des amis. Il m'a même interdit de regarder la télévision et il a brisé l'appareil. La télévision? Je ne vois pas pourquoi. Peut-on jamais savoir avec un esprit malade? Il a fait pire. Je n'avais comme compagnon qu'un petit chien que j'adorais. Il l'a tué atrocement, sous mes yeux, pour me faire souffrir et me montrer de quoi il était capable. Il ne vous a cependant jamais frappé. Je l'ai toujours caché. Nul ne le sait. À vous, j'avoue, et j'ai honte. Il m'a parfois cravaché. Vous n'avez jamais songé au divorce? Je gardais quelque pitié pour ce malheureux. Et puis j'avais peur. Atrocement peur. Il m'a toujours dit que si je le quittais, il me tuerait. Il vous aime donc toujours? Non, il ne m'aime pas. C'est son orgueil qui se révolte à l'idée de notre séparation, son orgueil d'Espagnol. Il n'aime personne. Il n'a qu'une idée en tête, une idée qui l'obsède nuit et jour. Quelle idée, Mrs. Ojeda? Racheter le ranch de son père. Ce ranch où il est né, qui pour lui s'associe aux jours heureux, qui lui est plus cher que tout au monde. Ainsi, depuis son retour aux États-Unis, votre mari n'a fait attention à vous que pour vous imposer ses sévices? Oh, je vous plains beaucoup, Mrs. Ojeda. Ne me plaignez pas. Si j'ai beaucoup souffert, de toute façon, j'ai aussi connu un amour merveilleux. Et cet amour m'a sauvé. Sans lui, Dieu sait à quelles extrémités je me serais laissé aller. La mort, oui. Peut-être. C'était une délivrance. J'étais trop malheureuse. J'avais pris l'humanité entière en grippe. Mais j'ai rencontré le docteur Ings. Il m'a aimé. Je l'ai aimé. Il n'y eut plus rien que cet amour. Que m'importait d'être celle qu'on cache, dont on évite même de parler. Que m'importait de demeurer dans l'ombre. Que m'importait même de savoir notre amour sans espoir, sans issue. Il n'y avait plus que cela dans ma vie, notre passion.
Et voilà. C'est fini. Cette dernière nuit d'amour que j'ai tant désirée, je ne l'ai même pas eue. Adam a reçu un coup de téléphone de Bellevue lui annonçant l'assassinat de sa femme. Il est aussitôt parti en coup de vent, je ne l'ai plus revu. Je ne le reverrai jamais plus. Dès cette semaine, mon mari m'emmène loin de Bellevue. Où vous emmène-t-il? Dans son ranch. Il l'a donc racheté? Il a réalisé son rêve, il l'a racheté. Mais ce domaine coûte cher, sans doute. 200 000 $, je crois. C'est une somme importante. D'où votre mari la tenait-il? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne veux pas savoir. Alors, calmez-vous, je vous en prie. Ma question est naturelle. Elle n'est que trop. J'ai bien dû me la poser à moi-même. Votre mari n'avait-il pas fait des économies? Mais non, pas de cette importance. Et alors? Non. Non, c'est impossible. Je suis folle, moi aussi. J'imagine des choses invraisemblables. Imaginez-les tout haut. Dites-moi que ce n'est pas vrai. Rigaud n'est pas capable de cela. Mais de quoi, Mrs. Ojeda? Il avait l'entière confiance de Mrs. Hinks. Pour l'achat des poulains, il lui remettait des chèques en blanc. Et vous pensez qu'il a pu les encaisser sans acheter les poulains? C'est cela, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Je ne sais plus que penser. Mrs. Hinks a découvert le détournement. Et alors? Taisez-vous, mais taisez-vous, taisez-vous. Taisez-vous, il est tout de même mon mari. Mais une brute, un fou qui peut aller jusqu'au crime. Vous m'avez dit vous-même qu'il était capable de vous tuer. Mrs. Ojeda, je vous pose la question. Allez-vous, par votre silence, couvrir votre mari et laisser Ronald Meredith, qui est innocent, en prison? Mais que faire? Que faire? J'ai peur. Voulez-vous m'accorder votre confiance? Serais-je ici sans cela? Très bien. D'après tout ce que vous venez de me dire, j'ai de fortes raisons de penser que votre mari n'est pas étranger à la mort de Mrs. Hinks. C'est affreux! Vous pensez bien que je ne puis pas l'accuser publiquement sur de simples propos, d'autant que je dois être prudent et ne pas vous dévoiler. Alors il me faut des preuves. Des preuves? Mais qui peut vous les apporter? Vous, Mrs. Ojeda. Moi? Vous? Votre mari n'est pas toujours à la maison, n'est-ce pas? Il y est même assez rarement. Il doit surveiller l'entraînement des chevaux, les accompagner sur les hippodromes. Parfait. Vous allez profiter de son absence pour fouiller la maison. Et peut-être trouverez-vous quelque chose, qui sait, un couteau, par exemple. Que me demandez-vous là, maître Thatcher? Que me demandez-vous là? Ce que je vous demande, vous le ferez. Pourquoi faut-il que toujours le destin m'accable? Je ne suis qu'une femme. N'est-il pas assez que j'ai déjà renoncé à mon amour? Mon seul amour, ne peut-on pas me laisser en paix? Je regrette, croyez-le bien, de vous imposer cette tâche, et je comprends votre émoi. Vous avez toute ma compassion. Mais moi aussi, j'ai une tâche à remplir. Et cette tâche est un devoir. Je dois sauver mon client, à tout prix. Vous me ferez un moyen? Non. Je suis désolé, mais je m'en sers. Non, non, non. Vous le ferez. C'est bien, maître Thatcher. Je vous obéirai. J'ai peur. J'ai peur, il faut que vous me cachiez, maître Thatcher. Allons, du calme, Mrs. Ojeda. Là, asseyez-vous. Là, ici, chez moi, vous ne risquez rien. Alors, que se passe-t-il? Si vous saviez, maître, si vous saviez. Mais je vais savoir. Du calme. Là. Voulez-vous prendre quelque chose? Non, merci. Eh bien, apportez-vous quelques preuves? Oui, je crois. J'ai trouvé chez nous, dans les papiers de mon mari, cette facture. Montrez. Vous voyez, c'est une facture de chez Bondorf, le chemisier de New York. Je vois, oui. Une facture pour une demi-douzaine de mouchoirs, avec un supplément pour une broderie complète. Votre mari possède-t-il des mouchoirs brodés? Un homme comme lui, des mouchoirs brodés. Il les a en horreur. Oui. Mais il sera facile de savoir chez Bondorf quelle était cette broderie. Est-ce tout ce que vous avez trouvé? C'est tout, je n'ai pas pu fouiller partout. Mais c'est cette découverte qui vous met dans cet état? J'ai peur, c'est vrai. Oh, pour une facture de mouchoirs? Mais non. Rigaud était à Saratoga, avec les chevaux qui courent aujourd'hui. Il m'a téléphoné, il rentre ce soir. Demain matin, nous partons pour le ranch. Je ne veux pas. Non, je ne veux pas, je ne peux pas passer la nuit seule avec Rigaud. Pourquoi? Ce ne serait pas la première nuit que vous passeriez seul avec votre mari depuis que le docteur Hinks est entré dans votre vie. Ce n'est pas cela. Mais si Rigaud s'aperçoit que j'ai dérobé la facture ou s'il devine que je le soupçonne... Oui, je vous comprends. Mais grâce à vous, nous avons fait un grand pas.
Grâce à vous, nous allons faire le dernier. Grâce à moi. Grâce à vous. Que voulez-vous encore de moi? Je suis à bout. Vous êtes une femme courageuse, Jennifer Ojeda. Un ultime effort, et tout sera fini. Ah oui, que ce cauchemar finisse. Que j'ai la paix, la paix! Alors, vous allez retourner chez vous. C'est impossible. Rien n'est impossible à qui le veut. Mais retournez chez moi, pourquoi faire? Écoutez-moi bien. Jusqu'ici, les soupçons n'ont pas pesé seulement sur votre mari. Il n'était pas le seul à qui la mort de Lina Hintz pouvait être, enfin, mettons, utile. Aujourd'hui, cette facture précise les soupçons qu'on pouvait avoir sur lui. Vous êtes bien d'accord? Je dois me rendre à l'évidence. Rigaud, qui n'emploie jamais de mouchoirs brodés, a commandé des mouchoirs brodés. Et là, ceci pourrait... Parfait. Mais comprenez quel temps nous gagnerions si nous obtenions des aveux. Des aveux? Ah oui, des aveux. Il faut que vous connaissiez bien mal Rigaud. L'orgueilleux Rigaud, pour supposer qu'il ne consente jamais à avouer que c'est lui. Vous dites l'orgueilleux Rigaud, je dirais plutôt Rigaud le vaniteux. Oh, peut-être avez-vous raison. Alors, usons donc de son défaut. Il le pousse à tirer fierté de tout ce dont il est capable, à se glorifier de toutes ses actions. Jusqu'à présent, il s'est maîtrisé, a parfaitement su se dominer, donner le change, mais il doit être à bout de force. Il suffira d'un petit choc, ce que je nommerais un choc psychologique, pour qu'il s'écroule. Et ce choc, vous voulez que ce soit moi qui le porte? Vous en avez le moyen. Lequel? La facture que vous lui montrerez soudain. Vous pouvez tout aussi bien que moi la lui mettre sous le nez. Oh non, si je le faisais, le choc ne serait pas donné. Devant moi, il serait en état de défense. Tandis que devant vous... Devant moi? Vous êtes une jolie femme. Mrs. Jennifer Ojeda, une très jolie femme. Une très jolie femme peut avoir des habiletés qui nous sont refusées. Pensez-vous bien à ce que vous dites, maître Thatcher? Oh, il n'y a rien dans mon projet qui puisse vous offenser. Vous trouvez? Mais quel rôle me faites-vous jouer? Vous voudriez, je le devine trop bien, que j'ai un déshabillé diaphane, que j'ai mis dans mes cheveux un parfum capiteux, que je déploie toute ma séduction? Bon, si vous pensez que cela soit utile... Ne comptez pas sur moi, maître Thatcher, pour cette scène de cinéma. Je vous laisse libre des procédés que vous emploierez et j'ai pleine confiance en vous. Vous saurez vous y prendre. Peut-être aussi avez-vous omis dans vos calculs une hypothèse. C'est possible. Dites-moi laquelle. Rigaud n'avouera pas, il me tuera. Il ne vous tuera pas. Qui l'en empêchera? Nous. Enfin, je veux dire moi et les gens de la police que je vais prévenir. À quelle heure votre mari doit-il entrer? À 10 heures. Nous serons à 10 heures sous les fenêtres de votre pavillon. Mais si cela n'allait pas comme vous le prévoyez, je crains tout de lui. Je vais complètement vous rassurer. Tenez, vous savez vous servir d'un automatique? Je suis bon tireur. Prenez celui-ci. Vous n'aurez pas à vous en servir, mais vos nerfs seront plus calmes. Merci, maître Thatcher. Bonsoir, Jennifer. Bonsoir, Rigaud. Tu as fait bonne route? Pas mal d'embouteillages, mais tu vois, j'ai tout de même pu rentrer à l'heure convenue, à peine un peu en retard. En effet. Peux-tu manger quelque chose? Oh non, merci, je suis trop fatigué. Mais comme tu es belle ce soir, Jennifer... Tu t'en aperçois? Tu sais très bien que je te trouve toujours très belle. Mais dans ce déshabillé... Il me va bien, n'est-ce pas? Dis que tu le portes bien. Ton bras nu, ton épaule... Je te plais. Tu me plais. Et je t'aime. Mon pauvre Rigaud. Pourquoi me le dis-tu si rarement? Oh, c'est vrai, je suis trop souvent loin de toi. Que veux-tu, les chevaux, les courses? Je ne t'en veux pas, ton métier te prend trop, tu n'y peux rien. Tu aurais tort de m'en vouloir. Tout ce que j'ai fait, tout ce que je fais, je le fais pour toi. Rien que pour toi, tu le sais. Vraiment pour moi, Rigaud? Vraiment. Vois-tu, je veux que nous soyons enfin libres. Libres et heureux, comme auparavant. Mais pour moi, tu es capable de tout. De tout. Comment ne le serais-je pas quand je te vois comme tu es là, si jolie? Ta gorge bat un peu sous l'étoffe. Ton œil brille. Je respire le parfum de tes cheveux. Je m'engrise. Jennifer, Jennifer, je t'adore. Tant que cela. Je n'ai que toi au monde. À toi, toi si troublante. Laisse-moi, Rigaud, non. Non, laisse-moi. Je t'en prie, Jennifer. Ne bouge pas. Qu'est-ce que c'est que ce revolver dans tes mains? Une précaution. On se méfie d'un assassin. Je ne suis pas un assassin. Vraiment. Le vol mène au crime.
Tu n'as peut-être pas dérobé $200 000 à Mrs. Inks? C'est vrai. Oh, c'est trop vrai, Jennifer. Je voulais racheter le ranch de mon père, redevenir ce que je dois être. Mais je suis un lâche. Je n'ai pas pu me servir de cet argent, maudit. Je n'ai pas acheté le ranch. Dès demain, je rendrai l'argent au Dr. Inks. Bravo, Rigo. Ce sera ton premier pas vers la chaise électrique. Mais tu démentes, Jennifer, la chaise électrique. Pour un moment d'égarement, pour un vol reconnu, réparé. Non, peut-être Inks me mettra-t-il à la porte, c'est tout. À la porte, la police t'attendra. Pourquoi? Je n'ai tué personne. Sauf Mrs. Inks. Enfin, Jennifer, où veux-tu en venir? Tu sais bien que je ne... Ce n'est pas moi qu'il faut convaincre, c'est la police. Ça me sera facile. Je ne pense pas. Elle ne te croira pas aisément quand elle trouvera dans ton armoire certains mouchoirs brodés. Des mouchoirs brodés? Des mouchoirs brodés au nom de Ronald Meredith et qui t'ont été fournis par Bondorf de New York. Moi, j'ai commandé des mouchoirs chez Bondorf? La police en a aisément la preuve. Mais c'est impossible, tu le sais bien, toi. Je le sais d'autant mieux que c'est moi qui ai commandé les mouchoirs. Toi? Mais pourquoi? Pourquoi? Pour en mettre un dans la main de Lina Inks. Jennifer, c'est toi qui... C'est toi. C'est moi qui ai tué Lina, bien sûr, c'est moi. Jennifer, toi. Oui, moi. Mais que t'avait-elle fait? Tu la connaissais à peine. Elle me gênait. Comme tu me gênes. Tu me détestes, hein? Non. Même pas. Tu m'embarrasses, c'est tout. Alors c'est simple. Un mouchoir dans la main de Mrs. Inks, les autres dans ton armoire. Il n'était plus qu'à guider la police vers l'armoire. Et comme tu as volé... Ainsi, tu as tout combiné. Tout, mon cher. Linda tuée à 3 heures. À 4 heures, j'étais à Quinton, chez le Dr. Inks. J'ai faim d'être arrivé depuis longtemps, de m'être endormi, la comédie, quoi. Et si tu avais pu voir l'autre belle comédie que j'ai jouée à ce nigaud de Steve Thatcher, une jolie femme malheureuse, pas un homme ne résiste à ça. Je t'ai même attribué la mort de mon petit chien écrasé par une voiture, tu te souviens? Tu n'es qu'une... Ne cherche pas d'épithète, je ne suis qu'une femme qui n'est pas faite pour ta médiocrité. J'ai envie des milliards qu'hérite le Dr. Inks. Tu l'aimes, hein? Il est ton amant. Il est mon amant, il fallait commencer par là. Je l'aime? Je ne sais pas, mais je vais l'épouser. Non, ne bouge pas, ça part facilement, un automatique. Tu vas d'ailleurs le constater. Tu vas me tuer? C'est désolant, mais j'y suis forcé. Cet imbécile de Thatcher a cru faire de moi une chèvre pour attirer le tigre. C'est moi qui le conduis par le nez. Je lui ai dit que tu rentrais à 10 heures. Tu es rentré comme prévu à 8h30. Je me suis donné un peu plus d'une heure pour terminer mon chef-d'œuvre. Et je me suis faite très belle pour ce dernier acte. Tu emporteras de moi une belle image. Ne me tue pas. Ne me tue pas, Jennifer. Là, c'est indispensable. Je dois livrer le coupable à Thatcher. Mort, tu fais un bon coupable, 100%. Vivant, tu peux parler, n'être plus qu'un voleur repentant. Ne me tue pas, je t'en supplie. Je te laisserai divorcer. Pour empoisonner ensuite mes jours. Non. Regarde, voici ton couteau. Ton beau couteau espagnol, qui a si bien tranché la gorge de Lina Inks. Après t'avoir tué, je vais me faire avec lui une belle éraflure au bras. Tiens, là, à la saignée. Que tu aimerais tant embrasser. Quand ces messieurs arriveront, ils trouveront ton cadavre et ils verront mon bras saignant. Pardon, cher Steve Thatcher. Légitime défense, j'ai dû me servir de l'arme que vous m'avez confiée. Personne ne me soupçonnera. Ainsi le meilleur survivra. C'est pas certain, Jennifer. Lâchez ce revolver où je tire. Voilà l'imbécile, Thatcher. Arrivé 1 heure plus tôt, par prudence. Et puis tout de même parce que je me méfie toujours un peu avec une jolie... trop jolie femme. 1 heure plus tôt. 1 heure trop tôt pour vous. Avec le capitaine Page, nous nous sommes postés sous votre fenêtre et nous avons tout entendu. Même vos affirmations sur ma débilité mentale. Mais cynico que je suis, j'avais tout de même raison. Vous avez craqué, Jennifer. Vous n'avez pas résisté au plaisir de tout raconter à Rigaud. Pauvre Rigaud. 1 heure de retard et c'était fait de lui. C'était pourtant une belle machination. Avouez-le. Dommage. Mais j'ai tout de même bien ri. Si vous aviez regardé dans mon sac quand j'étais chez vous, vous auriez trouvé le couteau. Steve Thatcher, vous ne regardiez que mon décolleté. Mon décolleté comme le Dr. Inks. Allez, vous autres, emmenez-la. Et vous, Rigaud, Reda,
Je vais vous donner un peu de whisky. Ça vous remettra de votre émotion, puis il faut bien que je serve à quelque chose, hein? Et maintenant, Germaine Beaumont vous parle du dernier livre qu'elle a lu pour vous. Le prix du Quai des Orfèvres pour l'année 1962 vient de récompenser le roman de Micheline Sandrel, publié chez Hachette et intitulé « 10 millions de témoins ». C'est un prix qui me paraît mérité, car le sujet choisi par l'auteur était difficile, et Micheline Sandrel s'est fort bien tirée du piège qu'elle s'était à elle-même tendu. On comprend bien, d'après le titre, qu'il s'agit d'un crime commis devant les 10 millions de téléspectateurs attirés par une charmante émission que préside une vedette de la chanson, Hélène Sylvain. Une fois par mois, le samedi soir, Hélène Sylvain reçoit. Elle reçoit dans un décor de cabaret ses amis et autres artistes, et particulièrement ce soir-là, elle accueille une célèbre vedette de cinéma, Nicole Barrault. Les deux belles jeunes femmes s'assoient à leur place prévue près d'une table sur laquelle se trouvent 2 coupes de champagne et boivent à la santé l'une de l'autre. Mais une seule repose sur la table son verre vide, c'est Hélène Sylvain. Car Nicole retombe en arrière sur sa chaise, le champagne contenait du cyanure et Nicole est morte. On pourrait s'imaginer qu'un crime commis dans de telles conditions entraînera fatalement et promptement la découverte du coupable. Et certes, au cours des premières heures d'affolement, on aurait tendance à croire qu'Hélène Sylvain, dont le comportement est bizarre, a froidement supprimé sa rivale. Une brève liaison du mari de Nicole avec Hélène accréditerait ce soupçon. Mais la liaison est rompue depuis longtemps et Hélène s'était prise d'un autre homme, Mathieu Vidal, qui voudrait l'épouser. D'autre part, le jeune commissaire Julien, chargé de l'enquête, et qui s'est fait montrer de nouveau la dramatique émission, constate que c'est Nicole qui a changé les verres posés sur la table, comme si elle voulait elle-même empoisonner Hélène. Nous savons d'ailleurs, à partir de ce moment, que l'assassin, dont nous ignorons l'identité, a des raisons de vouloir supprimer Hélène, car Hélène possède à son insu contre lui de terribles documents. À 2 reprises, il essaiera sauvagement de la tuer, et il faudra l'obstination du commissaire Julien pour sauver la jeune femme et démasquer le criminel. Bien entendu, les soupçons se seront portés, selon les meilleures traditions, sur quelques innocents. 10 millions de témoins par Micheline Sandrel est publié par Hachette dans la collection Le Point d'interrogation. Roger et Jean vous parlent du dernier film qu'il a vu. Dans le film de Peter Graham Scott, Le fascinant capitaine Clegg, qui est donc ce capitaine Clegg? C'est un pirate fameux de sinistre mémoire qui fut condamné à mort et exécuté par le bourreau. Sa tombe est au petit cimetière d'un village de la côte de Cornouailles. Précisons que ce bandit des grands océans vivait vers la fin du XVIIIe siècle et que l'histoire que l'on nous raconte se déroule à peu près à la même époque, quelques années après la mort de Clegg. Or, un jour, on s'aperçoit que le cercueil du pirate est vide. Et comme il se produit dans le village et dans la campagne brumeuse qui l'environne des phénomènes étranges, apparitions de fantômes, danses macabres de squelettes montés sur des chevaux qui terrorisent la nuit les paysans égarés dans les landes et les poussent à se jeter dans les étangs, et encore quelques autres diableries du même ordre, comme donc il se produit des phénomènes étranges dans ce village, on pense naturellement que le fameux capitaine Clegg n'est pas mort, et qu'il se cache quelque part dans le pays. Cela nous rappelle d'assez loin le très beau roman de Macorlan, L'Ancre de Miséricorde. Cette donnée, si elle n'est pas nouvelle, pouvait donner lieu à un joli film d'aventure fantastique avec quelques bons suspens habilement disposés tout au long de l'histoire. L'auteur du fascinant capitaine Clegg n'a pas eu autant d'ambition. Il s'est contenté de réaliser un drame grand-guignolesque avec les accessoires de circonstance. Les chaînes des fantômes sont un peu trop grosses, le sang trop rouge et les fossoyeurs trop sinistres. On se trouve en réalité devant une caricature d'un genre qui, si l'on respectait les lois, pourrait être émouvant et poétique. À l'actif, toutefois, de ce fascinant capitaine Clegg,
il faut porter quelques images qui sont belles et chargées de cette poésie fantastique qui est absente du reste de l'ouvrage. Je veux parler de la chevauchée des squelettes dans les brumes nocturnes des marais de Romney. Il y a dans cette fantasmagorie quelques minutes de beau cinéma expressionniste. Pour tout le reste, une honnête fabrication avec des acteurs moyens et une technique générale assez primaire. Enfin, si vous aimez les histoires de revenants cousus avec du gros fil et les mystères avec un tout petit thème, vous pourrez aller passer 1h30 avec ce capitaine Clegg. Mais ne vous attendez pas à être tellement fasciné. Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard avaient choisi pour vous ce soir Que le meilleur survive, film radiophonique de Jean Grimaud, d'après le roman d'Edna Chéret, avec Georges Chamara, sociétaire de la Comédie Française, Sylvia Montfort, Jean-Claude Michel, Pascal Mazzotti, Pierre Delbon, Henri Poirier, Pierre Constant. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Régent. Prise de son, Jean Deloron. Opérateur, Geneviève Laureau. Assistante, Marie Vouilloux. Réalisation, Pierre Billard.